Après les catégories shonen et shoujo que je vous invite à aller visionner si ce n'est pas déjà fait, vous y trouverez d'ailleurs de bonnes recommandations, surtout en matière de shoujo, il est temps de s'attarder à un gros morceau, la catégorie seinen. Générique. Nous allons commencer avec du lourd de chez lourd pour le prix du manga seinen encore en cours de parution en 2022. Ne seront pas nominés tous ces titres que j'ai lus en 2021 mais pas continués en 2022 comme Jojo Lion, Pour le pire, Réimp, Born to be on Air, Dans le sens du vent, Blue Period, Kulun Generic Romance, To Your Eternity, L'Atelier des sorciers, Les carnets de l'apothicaire et 4D, enfin voilà. Oui, ça fait pas mal de titres. Et je devine que j'en déçois plus d'un, car il s'y trouve peut-être l'un de vos mangas préférés. Mais c'est comme ça, je vais également mettre de côté les mangas Escala Yokohama, Space Brothers, Les Héros de la Galaxie, ainsi que March Comes Like a Lion et Gannibal, que j'ai d'ailleurs déjà traité dans d'autres catégories, et que je vous invite également à visionner si ce n'est pas déjà fait, parce que spoil, il n'aurait pas gagné le Manga Badass d'or de cette année. Les places sont donc très chères, où seule la crème de la crème des mangas seinen avec lesquels je suis à jour seront nominés, et ils sont au nombre de 5, mais v'là les mastodontes. Donc les nominés pour le prix Manga Badass d'or 2022 du manga seinen encore en cours de parution sont Berserk, avec ce tome 41 sorti en 2022, Kentaro Miura signe ses dernières planches en laissant derrière lui un lore et des personnages mythiques dans l'univers de la médiévale Dark Fantasy, manga faisant honneur à ses sources d'inspiration les plus marquantes que sont Conan le Cimmérien de Robert Howard et Hellraiser de Clive Barker. Cet ultime tome sortira à titre posthume après le décès du mangaka, bien que la licence sera reprise sous la supervision du mangaka et ami d'enfance Koji Mori pour nous délivrer de nouveaux chapitres, afin d'offrir au lecteur la fin de ce récit de toute une vie dont il aurait confié la fin dans les grandes lignes à son ami et confrère. Ce n'est évidemment pas l'œuvre qui dans son intégralité a plus de 30 ans que je nomine, mais bien ce tome 41 qui en France aurait fait sensation en 2022. Qui de plus sera aussi proposé dans une version collector en grand format, de quoi nous laisser rêveurs si l'envie prenait à Glénat de proposer ce format pour toute la série. Mais tout ça, c'est ce qui entoure la sortie de ce manga. Après, il faut aimer l'évolution graphique qu'a pris le titre depuis plusieurs tomes et où les personnages féminins, dont Casca, semblent plus correspondre au goût des lolicons. Voilà, tout comme certains personnages comme Griffiths nous paraissent plus juvéniles. Au niveau du récit, cela fait déjà un moment qu'on s'inquiète plus trop pour le groupe qui s'est formé autour de Guts, qui semble d'ailleurs trouver auprès des sorcières des alliés non négligeables et un peu de répit pour nos héros. Jusqu'à cette dernière planche qui nous est fatale par son symbolisme et qui pourtant reste pleine de promesses. Comment cette licence pourrait-elle ne pas avoir marqué cette année 2022 ? Vinland Saga. Je me suis mis à jour dans l'édition Kurokawa pour la vidéo, mais en fait, je suis un grand malade. Comment j'ai pu laisser couler 3 tomes alors que l'édition française a rattrapé la japonaise et qu'il y a bien une attente de 7 à 10 mois entre chaque tome? Soyons clairs, à mon goût, cette licence fait partie des incontournables du marché en cours de parution et ce ne sont pas les derniers tomes parus en 2022 qui me feront mentir. Tout est suffisamment juste pour nous interpeller quant à l'approche anthropologique de l'œuvre, la guerre, la paix, l'agriculture, la colonisation, le commerce et le pardon. Pour sûr, beaucoup regretteront l'action omniprésente et la personnalité de Thorfinn des 8 premiers tomes. Mais entre nous, ce serait tout de même passé à côté d'une des meilleures œuvres disponibles sur le marché tout en suivant l'ascension des Vikings jusqu'au nouveau monde, le Vinland. Kingdom. Cette année, nous aura délivré les 2 derniers tomes tant attendus par la communauté, car en France, nous sommes à jour avec le Japon, ce qui fait que l'abonnement de 4 tomes tous les 2 mois, c'est de l'histoire ancienne. Pour qui est à jour avec la collection de Megan, une attente qui varie de 8 à 12 mois pour 2 tomes. Alors si la licence fait moins l'actualité, elle est tout de même suivie par plus de 30 000 personnes qui ont coché la case correspondante sur l'appli Manga Collect. Et avec presque 3000 personnes qui indiquent posséder les derniers tomes 63 et 64 contre plus de 20 000 pour les 2 premiers tomes. À titre de comparaison,
Les derniers tomes 102 et 103 de One Piece, c'est moins de 20 000. Et pour Hippo, le tome 126, c'est tout juste 400 personnes qui ont indiqué posséder ce tome et même pas 3000 qui le suivent. Ce qu'on peut reconnaître à Kingdom, c'est que les arcs s'enchaînent au rythme des guerres et autres machinations. Si les têtes sautent et que les corps se disloquent à tour de bras, la licence a toujours la part belle à la stratégie de guerre. Et dans les derniers tomes, des personnages continuent de briller par leur charisme, voire leur machiavélisme. Une véritable épopée mettant en scène la guerre des royaumes avant l'unification de la Chine, qui arrive à maintenir l'intensité de son récit au bout d'une 60aine de tomes. Chapeau. Blue Giant Suprême, la première partie était déjà fabuleuse. Que dire de cette seconde partie? Uday, notre saxophoniste préféré, découvre l'Europe avec des conditions de vie difficiles, tout en continuant à se créer des relations musicales. Il formera un nouveau groupe et fera face à la concurrence. Il expérimentera la représentation sur scène lors des festivals. Les tomes s'enchaînent et il ne perd rien en intensité, tout en alternant avec ces moments tranches de vie d'un groupe en tournée. On est témoin de l'ascension d'une légende en devenir, muni de son saxophone, partout où il va, au gré de ses rencontres, avec pour point commun l'amour du jazz, ainsi que de la rivalité et de la solidarité entre musiciens hors du commun. J'ai pas peur des mots et je considère cette licence comme un chef-d'œuvre du genre. The Fable. Fait exceptionnel, The Fable est le seul titre que j'ai déjà nominé dans une autre catégorie, car dans son genre, c'est une licence que je considère d'exceptionnel. Ce subtil mélange d'action et d'humour donne à ce manga de Yakuza et de tueur à gages un ton underground, peut-être trop subtil pour certains qui n'ont pas encore réussi à percevoir dès le premier tome tout le potentiel de ce titre. Disons-le, unique en son genre, avec un dessin aussi stylé, certes particulier, mais terriblement efficace, permettant d'ancrer le récit dans un univers plus ou moins réaliste avec une narration faussement tranche de vie, pouvant déraper d'une case à l'autre sur une situation horripilante ou bien encore trop badass. Et je ne peux me retirer l'idée que ce manga a tout ce qui manque au titre La Voix du Tablier, et bien plus encore. Bon, je vous laisse vous mettre un peu à ma place. Déjà, dans les titres que je n'ai pas retenus, il y avait de sacrés morceaux que je ne peux que vous recommander à découvrir si ce n'est pas déjà fait. Puis dans les licences que je viens de nominer, j'ai mon vainqueur en tête depuis que j'ai eu envie de lancer cette série de vidéos. Seulement, entre-temps, je me suis mis à jour sur Vinland Saga. Ce qui fait que ça contrebalance un peu mon appréciation. On est clairement à un niveau d'excellence concernant toutes ces licences qu'il suffirait que le dernier tome de chacun sortent pour tout remettre à plat. Tous, sauf un, je crains que Berserk ne soit aujourd'hui plus à la hauteur des autres, ne serait-ce que d'un point de vue de ma hype, de mon attente et de mon impatience à lire le prochain tome. Il faut aussi reconnaître que le rythme de parution joue un rôle primordial dans l'appréciation de l'œuvre, ce qui fait le point fort de The Fable, bien que j'aimerais que ce soit encore plus régulier. On parle d'un bimestriel qui peut être repoussé jusqu'à 5 mois entre deux sorties, une torture. D'autant plus lorsqu'une équipe vous nargue en mettant à disposition un nombre impressionnant de chapitres illégaux pour nous rassasier. Mais je résiste, je veux garder le plaisir de la découverte à l'achat de mon tome. Mais pour combien de temps? Voilà. Une sortie mensuelle devient de rigueur là, mais ce ne sera pas suffisant pour faire la différence, alors que Kingdom a tous les ingrédients pour faire pencher la balance de son côté. De plus, le rythme de sortie est assez similaire à celui de Vinland Saga, bien qu'avec ce dernier, Kurokawa est à jour sur la parution japonaise et qu'avec Kingdom, ça garde une marge d'un tome ou deux sur la parution japonaise, afin de nous proposer donc les 2 tomes à chaque parution. En vérité, ce sont 2 titres que tout oppose, ils sont finement radicalement opposés, différents dans leur approche de la guerre. Ils nous content 2 récits historiques diamétralement différents, puisque l'un nous conte la réunification de la Chine à travers la guerre entre 7 grands royaumes, ambiance Dynasty Warrior sur les champs de bataille, tout en faisant la place belle à des campagnes stratégiques et politiques. Et que l'autre nous narre la grande histoire des Vikings à travers les guerres et les colonisations de ce peuple à travers terre et mer, ainsi qu'une vision de la vie de fermiers qui cultivent la terre et élèvent un troupeau. On remarquera aussi que tout oppose nos héros. Shin sera guidé par le destin qu'il a choisi en ne remettant jamais en cause ses actions, même si celle-ci implique de tuer des soldats en masse et de détruire des familles.
Sa raison sera d'être et de devenir et d'incarner le plus grand général sous les cieux et d'être le bras armé de son empereur qui a pour objectif de réunifier la Chine par la force. Thorfinn sera d'abord guidé sur les champs de bataille par la haine et la vengeance après la mort de son père. Par la suite, il sera en quête de rédemption et de pardon pour toutes les vies qu'il aura ôtées. Il est à la recherche d'une vie meilleure pour son peuple, tout en entretenant un message de paix, comme le faisait jadis le grand guerrier qu'était son père. Mais sincèrement, la lecture qui me fait le plus vibrer, qui à chaque lecture me procure une émotion plus ou moins intense, revient à Blue Giant Supreme. Je me sens tellement bien pendant et après ma lecture. Hélas, toujours trop courte de ce manga. Pour tout vous dire, le jour de sa sortie, je guette 1h du matin, qui est l'heure à laquelle apparaît cette licence dans son format numérique. Je vous vois vous offusquer lorsque je mets tous ces héros assis à la même table en compagnie de Miyamoto Musashi de Takehiko Inoue. Et ben c'est bien Dai, notre jeune saxophoniste qui est debout en train de jouer de son instrument sur cette même table et qui impressionnera chacun d'entre eux jusqu'à faire verser des larmes à ces grands guerriers mythologiques. Vous avez bien compris, le prix Manga Badass d'Or 2022 du meilleur seinen en cours de parution revient à la licence Blue Giant Supreme pour tout ce qu'il incarne en termes de plaisir et de quête personnelle, suivi de très près par Vinland Saga. Pour le prix Manga Badass d'Or, manga seinen terminé en 2022, je ne pourrai hélas pas nominer Peleliu aux grandes dames de certains de mes confrères, car je n'ai lu que le premier tome. Mais promis, je me rattraperai quand je vois comment Authentique et Ed le Fou encensent cette licence, et surtout son dernier tome. Alors, je ne pourrai pas non plus nominer Aposims, car même si je me suis mis à jour en termes d'achat, ce n'est hélas pas le cas en termes de lecture. Sont donc nominés Beastars de Paru Itagaki, terminé en 22 tomes. Cette série m'aura révélé une mangaka dont je suis totalement sous le charme, au même titre que Kyu Hayashida, même si le registre est totalement différent. J'ai rarement été aussi impressionné par l'univers, le travail d'écriture des personnages, le choix graphique des anthropomorphes, et tout cela pour nous pondre une narration d'une intelligence impertinente. J'attends avec impatience de découvrir les autres licences de la mangaka à travers son one-shot et sa dernière série déjà parue au Japon. Jagan, terminé en 14 tomes, je peux dire que cette série aura su me faire retourner ma veste. J'ai d'abord vu d'un mauvais œil cette part assumée qui revendiquait son inspiration à travers d'œuvres cultes que sont Parasite et Gantz. Puis force était de constater qu'à la lecture du 3e tome, ce manga s'émancipait de ces derniers pour s'attribuer sa propre identité quelque peu déjantée. C'est d'ailleurs avec l'apparition de ces personnages secondaires qui vont prendre une grande place dans le récit à cause de leurs conditions de détraqués sexuels que je vais prendre plaisir à lire la série. Des personnalités que l'on suivra en parallèle des aventures du Jagan, tout en sachant que forcément, tôt ou tard, leurs chemins se croiseront. Et qui en attendant repoussent les limites de l'interdit en toute impunité ou presque grâce à leur pouvoir. Rin de Harold Sakushi, terminé en 14 tomes, pour tous ceux qui ont déjà lu Beck, ils connaissent le talent du mangaka, l'histoire se déroule dans le même univers que son manga de musique, sauf que cette fois-ci, nous allons suivre l'ascension d'un apprenti mangaka. Il y a ce parfum de Bakuman, mais avec un ton plus seinen. Cela se ressent d'ailleurs sur la potentielle relation amoureuse qui se dessine au cours du récit. L'auteur y insère un zeste de fantaisie, ce qui n'altère en rien l'intérêt que l'on porte à la trame du récit. Entre nous, j'aurais pas été contre une quinzaine de tomes supplémentaires si la parution française de Delcourt Tonkam n'avait pas été aussi cataclysmique. Il me semble que la licence a été réimprimée récemment, ce qui donne une excellente raison de se lancer dans la série. C'est captivant et feel good à la fois, avec ce brin de romance jamais très loin, tout ce qu'on aime chez cet auteur. Eden de Hiroki Endo. Bien que ce manga soit une réédition, c'est une totale découverte pour moi. Je connaissais la licence de réputation et à l'époque de sa sortie, je ne lui ai pas trouvé plus d'intérêt que ça. Quelle erreur! Néanmoins, nous profitons d'une excellente réédition qui fait honneur au manga. Je ne savais pas la série aussi complète, aussi riche. Sa lecture peut donner l'impression de lire plusieurs titres en un. Lorsqu'on aime lire du Akira de Katsuhiro Otomo et du Appleseed ou du Ghost in the Shell de Masamune Shirow, on peut dire qu'on en a pour notre argent. Les influences sont frappantes et multiples, d'autant plus lorsque Hiroki Endo utilise les codes de la SF et du cyberpunk.
Les phases d'action avec du matériel de guerre et l'utilisation du hacking comme véritable armement nous régalent. Dans des phases de combat rapprochées, j'ai même eu l'impression de reconnaître le style Dark Sasuke. Dark Sasuke, bref, on s'est compris, qui aurait inspiré le ninja ténébreux de Masashi Kishimoto. C'est flagrant. Mais la licence ne s'arrête pas à ça, elle nous offre aussi des ambiances de films de gangsters, de thrillers et de dystopie. Et sur ce dernier point, cela faisait rappel de manière assez cinglante à notre actualité lorsqu'il était question d'un virus pandémique volatile ayant contaminé et décimé une bonne partie de la population planétaire. Un manga qui, une nouvelle fois, se termine à point, alors que je n'aurais pas été contre encore plus de scènes d'action et tout à la mode cyberpunk. J'avoue, c'est mon péché mignon quand c'est bien foutu. Les 7 ninjas des fous de Yamaguchi Takayuki. On retrouve le dessinateur de l'excellentissime manga Shigori, sauf que cette fois-ci, il est également le scénariste de cette œuvre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça se voit. Cela part dans tous les sens, il y a un nombre fou d'éléments qui viennent de toutes parts s'incorporer au récit, en puisant principalement dans la culture pop, du folklore japonais, des ninjas et des samouraïs, mais aussi des démons et des héros légendaires. Du pouvoir en veux-tu, en voilà, de l'armure, du mecha, du château. On n'est pas loin des samouraïs de l'apocalypse, mais en mode noir. La violence est à son paroxysme, giclée de sang et membres décapités à profusion. Puis, il est le plus souvent question de vengeance, ce qui est le leitmotiv d'autant de personnages qui apparaissent et disparaissent au fil des tomes. Vous l'aurez compris, le scénar part dans tous les sens, en mode gros nanar, mais c'est aussi ce qui fait son charme, si ce n'est que ça aurait pu aboutir à une bien meilleure fin, ou juste d'un aboutissement de tous ces destins croisés, mais le plus important est pas vraiment là, mais bien dans le parcours de ce délire graphique qui au passage est assez exceptionnel. Évidemment, ce n'est pas le genre de lecture qui plaira à tout le monde. Le manga est rempli de références qu'on n'a pas forcément en tant qu'occidentaux, qui peuvent faire écho en nous ayant grandi dans la culture du soft power japonais. Et d'autant plus à travers les films et animés des années 90. Il est temps de récompenser une de ces licences du prix Manga Badass d'or de la meilleure série seinen terminée en 2022. Et croyez-moi que ce n'est pas facile de les départager, car mon cœur balance entre Beastars, que je trouve tout simplement exceptionnel dans sa forme comme dans son propos, puis j'ai cette impression d'avoir eu entre mes mains un petit chef-d'œuvre de la nouvelle génération. Je suis curieux de voir son évolution et sous quelle forme celle-ci va se présenter. À mon goût, la mangaka mérite tout autant le titre de génie qu'un Tatsuki Fujimoto. Puis à côté, il y a Eden, dans un style beaucoup plus classique, mais tellement efficace. Le terme de chef-d'œuvre n'est pas galvaudé, il est d'ailleurs pour aucun des deux. Je suis en train de découvrir son travail sur Allrounder Megulu ou MMA, et pour l'instant, je suis grave hypé par le potentiel de l'œuvre. Mais à savoir quelle est la lecture qui aura marqué mon année 2022, je dirais Beastars, car il aura réussi à me surprendre là où Eden m'a donné tout ce que je voulais et plus encore. Puis j'aime aussi la libre interprétation que nous suggère Paru Tagaki lorsqu'elle fait référence aux carnivores et aux herbivores. C'est si vaste et immuable, car il peut être question de l'homme et de la femme, mais aussi du faible et du fort, tout en sachant que le rapport de force peut changer selon la situation. Elle nous invite à nous interroger sur les relations interespèces qui font bêtement écho aux relations interraciales. Elle nous questionne sur nos pulsions, mais aussi sur notre besoin d'y répondre, aussi vital soit-il. Contentons-nous de ce que nous sommes ou cherchons-nous encore à évoluer pour être ce que l'on veut? Le niveau de lecture est impressionnant, surtout lorsqu'il est mis en image par des personnages anthropomorphes. Cela enrichit notre lecture par une mise en abîme des plus ludiques lors de nos divagations. Et vous l'avez compris, le prix Manga Badass d'or du meilleur seinen terminé en 2022 revient à Beastars. Et pour le prix Manga Badass d'or du manga seinen sorti en 2022, faute d'être disponible en numérique, je n'ai pas pu lire le manga Paka. Toujours chez Mangetsu, j'ai dû stopper ma découverte du manga Les Enfants d'Hippocrate, puisque les tomes ne sortent plus dans leur version numérique. C'est bien dommage pour des séries qui mériteraient de mieux fonctionner. Ce qui fait que je ne les nominerai pas, ainsi que les mangas Criminel Fiançailles et Poison Quotidien,
que j'ai déjà traités dans d'autres catégories. Pourtant, chacun de ces titres aurait mérité leur place. Donc si vous les avez loupés et que vous êtes curieux de savoir ce que j'en ai dit, vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'ai beau reconnaître les qualités de Full Night, mais son ambiance noire, ses thèmes sombres, son dessin au caractère particulier, ses petites enquêtes aidées du pouvoir de psychométrie ne parviennent pas à me captiver. Je ne ressens vraiment pas grand chose. En surface, ce titre avait tout pour me plaire, mais j'ai beau forcer ma lecture jusqu'au 3e tome, le récit n'arrive pas à me toucher, j'ai aucune hype à la sortie du prochain tome. Il va rejoindre Manchuria Opium Squad et descendre du podium des nominés. Après un premier tome qui nous laissait entrevoir un joli potentiel à cette série, j'ai très vite déchanté dès le tome 3. Les facilités scénaristiques étaient trop grosses, le récit bien noir flirte un peu trop avec le shonen. On devine que les persos autour du personnage principal sont plus ou moins protégés par le scénario, et ce même s'ils sont grièvement blessés. En vrai, sa plus grande qualité, ce sont ses dessins, bien que je les trouve parfois trop caricaturales. Lorsque ça veut montrer les effets démentiels de l'opium sur les toxicos, c'est un peu abusé. Voilà. Je continue à lire par curiosité, mais je vais forcément devoir faire des choix. Et qui sait, peut-être stopper la série d'ici un tome ou l'autre. Bon, je suis au tome 7 pour l'instant, on continue. Il y a déjà plus de chances que je finisse de lire au moins la première partie de Golden Guy, qui comptera 5 tomes. Par la suite, ça dépendra beaucoup de son évolution parce que parti comme ça, il n'y aura plus beaucoup de personnages encore vivants. Je dis ça, mais en lisant cette série dans sa version numérique, je me casse beaucoup moins la tête. Voilà, à savoir si je continue ou pas. Un peu à l'image du mangaka avec son scénario, direz-vous. C'est pas mauvais, mais disons-le, ça prend pas de pincettes, c'est pas très subtil, mais c'est bien fait, voilà. Hélas, j'ai cette réflexion depuis le tome 1 et ça ne s'arrange pas de tome en tome. Je dirais que c'est toujours plus excessif, avec un héros trop marqué esprit shonen pour ce que proposent les événements. On va lire ça tranquille de notre côté, mais il va rester en bas du podium. J'aurais souhaité garder le manga Pilote Sacrifié, car sa lecture dépasse les préjugés que l'on pourrait avoir lorsqu'il s'agit d'un récit sur les kamikazes japonais. Donc autant dire qu'on connaît déjà la fin. Pire, au début du manga, on sait déjà qu'il n'y aura qu'un seul survivant. Bon, faut vraiment que les scénaristes arrêtent de nous pondre des débuts de récit qui nous fait un tableau de la fin. C'était pareil pour Manchuria Opium Squad. Dès le début, on sait que le petit chimiste sera le baron de la drogue. Bon, on repassera pour le suspense, quoi. Par contre, ce qui est plus marqué dans Pilote Sacrifié, c'est l'absurdité de tout ça, le pourquoi du comment, le trait à son charme. Honnêtement, c'est uniquement parce que je n'ai lu qu'un tome que je ne retiens pas ce titre pour accéder au podium. Par contre, il aurait parfaitement eu sa place dans la catégorie Révélation Espoir Découverte 2022. J'aurais pu inclure Oshinoko de Yokoyari Mengo et Akasaka Aka dans les finalistes. Le truc, c'est que je viens tout juste de lire les 4 tomes et j'ai envie de dire que c'est trop tard. Voilà. Ce qui n'empêche que j'ai bien aimé la proposition de ce titre. D'abord, assez particulier en prenant des éléments tirés de thriller et d'isekai, pour au final nous proposer une immersion dans le monde du showbiz, mais vraiment marquée dans l'air du temps, contrairement à des titres comme Skip Beat ou Z1 ou Actage, enfin du peu que j'en ai lu, qui malgré leur grande qualité ne sont pas à jour des évolutions techniques de notre société. Idol, influenceurs, streamers, télé-réalité, mannequins, comédiens, on a de tout. Usage des réseaux sociaux, YouTube et compagnie, donc ce qui fait que c'est très marqué dans l'air du temps. Puis le personnage principal, celui qui finalement nous semble être le héros, a une quête personnelle qui lui incombe, motivée par la vengeance. Mais de fait, le récit prend des airs assez subtils de romance harem. Voilà. Le truc, c'est que c'est bien fait, ce n'est pas ecchi pour un sou, on flirte avec la pertinence de certaines situations, la légèreté dans d'autres, et tout cela en se disant que la mangaka garde un as sous la manche. Franchement, bien joué, je me suis fait avoir, car ce n'est pas avec les illustrations sur les jaquettes qu'on pourrait imaginer un récit bien plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. Après, je souhaite à la série de ne pas se perdre en chemin, être multifacette c'est bien, mais attention à ne plus montrer qu'un seul visage. Sont donc nominés pour le prix Manga Badass d'or du manga seinen sorti en 2022, pas moins de 5 licences, alors accrochez-vous, car la concurrence va s'avérer des plus rudes et cela va se jouer au coude à coude. Et les nominés sont Die Dark de Kyoei Ashida, la seconde série de la mangaka qui est bien évidemment attendue au tournant après son chef-d'œuvre Dolo et Dolo. Oui, n'ayons pas peur des mots, en tout cas je le pense vraiment.
Alors, Die Dark, à quoi nous décontenancer au début? On n'est pas loin de lire un slice of life de l'espace, voilà. Et si c'est plaisant à lire, il souffre sur ces 2 premiers tomes de la comparaison avec Doro et Doro. Tout simplement parce qu'on ne sait pas trop où la licence veut aller. Puis il y a ce 3e tome qui nous fait digérer les précédents et il faut reconnaître que toutes les qualités présentes dans Doro et Doro sont présentes dans ce titre. Le style graphique noir est chargé, la personnalité si décalée des protagonistes, toujours prêts à désosser leurs ennemis, c'est sans pitié, c'est grotesque, c'est riche, la mort est presque absurde, d'ailleurs elle a son entité auprès du héros. Au final, j'ai l'impression d'être dans le même univers que Doro et Doro, sauf que le récit se déroule dans l'espace. C'est un ovni qui se lit avec grand intérêt, car l'inspiration est géniale. La créativité est débordante, même s'il faut le reconnaître qu'on n'a pas ce côté feuilleton de Doro et Doro, mais finalement, pourquoi faire? Profitons de ce manga pour ce qu'il est, un manga riche en qualité qui nous fait vivre le quotidien de personnages exceptionnels dans un univers infini. Genesis de Koji Mori. Je ne vous cache pas que j'ai eu peur après la lecture du tome 1, sachant ce qu'était capable de proposer le mangaka dont j'avais déjà lu Holy Land et Suicide Island. Et j'ai finalement été très vite rassuré. Après tout, c'est pas facile de mettre en place un isekai dans un monde préhistorique sans que ce soit trop has-been. Et très vite, la sauce prend. On retrouve le Koji Mori survivaliste de Suicide Island et percutant lors des combats à main nue de Holy Land. Il nous donne clairement tout ce qu'on aime et tout ce qu'on attend de lui, avec toujours ce personnage assez commun qui finit très vite par se révéler à lui-même, mais aux autres aussi, dans un environnement hostile. Et là, il est question de se confronter à un bestiaire disparu depuis près de 5000 ans et se retrouver mêlé dans la guerre historique que se mènent Néandertaliens et Homo sapiens. Après, il faut savoir que la préhistoire a différents âges en fonction des lieux géographiques, donc les dates et les évolutions japonaises ne correspondent pas aux nôtres. Bref, c'est le genre de lecture que tu kiffes à tout âge. Dès le plus jeune âge, on nous enseigne cette période et on nous fait visiter des musées afin de découvrir l'histoire de l'humanité. Ma génération, à défaut de lire la BD, suivait le dessin animé de Rahan, mais c'est le genre de récit qui nous transporte à pas d'âge. Donc très bon titre qui se lit très bien et qui appelle à enchaîner les tomes. Saturn Return de Akane Torikai. Alors dans cette série, on retrouve la thématique du deuil, mais traitée bien différemment du one-shot My Broken Mariko. J'y retrouve tous les ingrédients qui me plaisent chez cette mangaka, son style graphique qui s'imprègne dans le réel avec une protagoniste à la personnalité qui va à contresens de ce que nous proposent les autres personnages féminins. Il n'y a pas de phare, la mangaka ne tente pas de la rendre plus sympathique qu'elle ne l'est, elle est comme ça, et les événements de sa vie font qu'elle est comme ça. Ce que j'ai d'ailleurs particulièrement apprécié dans En proie au silence. Le personnage féminin n'est pas forcément là pour dire ce que vous voulez entendre, et ce que vous soyez un homme ou une femme. Personne n'est parfait dans les séries d'Akane Torikai, pas même leurs défauts, et c'est ça qui est bon. On s'immerge dans du réel, et cette quête de la vérité au sujet du proche qui s'est suicidé n'est pas plus reluisant. J'ai hâte de savoir où le récit va nous mener. En tout cas, ce titre répond à mes attentes. Darwin Incident de Umesawa Shun. Le thème de cette série fait que nous avons des passages plus ou moins verbeux où il est question d'existentialisme et de métaphysique. Les propos philosophiques ne manqueront pas sur la place de cet être vivant, ce croisement entre un être humain et un chimpanzé que l'on nommera un humanzé. Voilà. Puisqu'aucun texte de loi faisant part de son existence, il sera considéré légalement au même titre qu'un objet, ce qui ne l'empêchera pas de porter un œil critique sur la société dans un monde contemporain où les extrêmes prendront parti pour ou contre lui. Certains verront en lui un messie pour la cause animale et d'autres verront en lui une abomination, alors qu'il souhaite juste vivre comme tout être vivant, que dis-je, comme tout être humain, et continuer à aller au lycée, se faire des amis, ainsi qu'apprendre ce qu'on ne peut expérimenter dans les livres. Détrompez-vous si vous pensez que la série va se complaire dans une séance de branlette intellectuelle, pro-vegan et moralisateur. Chaque tome vous offrira de superbes scènes d'action, car Charlie se révélera être très efficace pour se défendre et protéger ce qu'il aime. Mais jusqu'où la folie humaine va-t-elle nous entraîner? Ce récit se déroulant aux États-Unis, il nous rappelle les dangers qui nous guettent face à l'obscurantisme, le dogmatisme, la bêtise, la désinformation, l'endoctrinement, la peur de l'inconnu
et de la haine de l'autre, révélera les plus bas instincts de l'homme. On peut faire le parallèle avec ces mutants dans X-Men. L'évolution est en marche, la peur est palpable pour ceux qui se posent la question, et si l'homme ne faisait plus partie de l'équation en perdant son statut de dominant. La danse du soleil et de la lune de Masura Darum. Alors, il fait aussi partie de ces titres qui auraient largement eu leur place dans la catégorie Révélation, Découverte, Espoir 2022, car c'est avec cette série que je découvre la mangaka Masura Daruma, à qui l'on doit la série Kazane. Elle est aussi éditée chez Kion. Je découvre la série avec plein d'attraits, une approche différente de ce qui se rapproche au final d'une licence de super-héros, mais marinée dans ce folklore japonais du temps des samouraïs, des ninjas. J'aime la particularité de ce récit, son ambiance entre deux mondes, dont l'un se révèle à l'autre, puis ce personnage principal qui voit son don comme une malédiction, car il ne peut plus tenir le sabre du fait que son pouvoir agit comme un aimant inversé en repoussant tout ce qui est de nature métallique. Ce qui est pour lui le déshonneur royal en tant que samouraï. Voilà. Cela fait de lui un genre de loser qui arrive à être badass, voire même touchant, alors que c'est aussi une vraie tête à claque. Ou disons qu'il a un sale caractère. Le manga nous plonge dans un récit bien plus noir qu'il y paraissait et tout aussi parsemé d'actions, alors que ce n'était pas la première impression que ça pouvait donner. Un titre que je suis avec grand intérêt. Et le prix Manga Badass d'or du meilleur manga seinen sorti en 2022 revient à Die Dark de Kyu Hayashida, ou le culte du slice of life de l'espace dans un univers qui nous entraîne au-delà des limites de la narration, qui te démarre au quart de tour pour tout découper en petits morceaux tendres. C'est grotesque et cruel, ce qui fait tout le sel de cette aventure hors du commun. C'est au tour du prix Manga Badass d'or du manga Josei, en cours de parution ou terminé en 2022. N'ayant pas la même fréquence de lecture que pour les seinen, je vais nominer 3 titres que j'estime avoir le potentiel pour remporter le prix Manga Badass d'or du manga Josei, encore en cours de parution ou terminé en 2022. Sont nominés Don't Call It Mystery de Yumi Tamura. La mangaka a fait son grand retour en France avec ce titre joliment édité chez Noévé Graphics. J'aime beaucoup la texture des empreintes digitales imprégnées sur la jaquette. Le personnage principal, qui semble avoir un fort potentiel pour observer et détruire les événements, se retrouvera impliqué dans une affaire criminelle et il devra prouver son innocence pour se disculper. Ce dernier révélera une personnalité et un caractère bien singulier, un peu décalé, qui fera d'ailleurs tout son charme, au même titre que la choucroute qu'il porte sur sa tête. J'y retrouve un peu le côté ambigu qui m'avait tant interpellé lors de mes premières lectures de Clamp avec les titres comme Ergeveda et Tokyo Babylon, et force est de constater que le trait parfois volontairement irrégulier de la mangaka nous offre aussi de bien belles planches. Rakugo de Haruko Kumota. C'est une histoire qui se déroulera à travers des flashbacks sur 2 générations avec l'art du Rakugo comme toile de fond, que dis-je, comme thème principal. Un peu comme pour le Karuta dans Shiaya Furu, qui est un jeu de cartes japonais, et le Go dans Hikaru no Go, qui est un jeu de stratégie chinois. C'est avec le manga Rakugo à la vie à la mort que je découvre l'art traditionnel japonais de conter une histoire humoristique avec une chute qui prend souvent la forme d'un calembour. Le conteur est à genoux sur un coussin et ne peut bouger que le haut de son corps tout en interprétant plusieurs personnages. C'est avec ce titre que je découvre la mangaka et je suis charmé par sa narration qui nous montre tout l'étendue de cet art traditionnel et de la difficulté qu'il a pour survivre face aux nouveaux divertissements que connaissent les Japonais avec la télévision par exemple. Ces personnages nous marquent par leur passion pour cet art qui appelle à l'investissement d'une vie, voire plus. On se laisse porter par les émotions et les événements de leur vie. Cet art traditionnel fait la part belle à la transmission littéraire et orale. Je ne peux que féliciter le travail de traduction pour ce titre. Il n'est d'ailleurs pas désagréable de regarder l'animé en parallèle afin de profiter de cette notion de son, de consonance des mots et du rythme de cet exercice. Mais lors de la lecture, on est tout aussi happé par ce débit de parole, si pas plus parce que l'on peut s'arrêter sur les expressions faciales qu'on cherche continuellement à décrypter. Cette série me procure joie et peine car elle sait me toucher, comme je le devine, elle touche chaque passionné de Rakugo. Tokyo Tareraba Girls de Akiko Higashimura. Comment ne pas tomber sous le charme de ces 3 trentenaires célibataires qui aiment se retrouver pour picoler entre elles. Puis ce Yakafukon, cette expression devenue culte, Yakafukon,
grâce à la traduction de Miyako Slocombe. On la doit à un beau blond qui leur sort ça pour foutre la honte aux filles lors de l'une de leurs soirées un peu trop arrosées, alors qu'elles sont en train de casser du sucre sur leurs ex. Cela va totalement chambouler leur routine et remettre en cause leur vie amoureuse. Ce que j'apprécie particulièrement à la suite du premier tome, c'est qu'on ne s'attarde pas uniquement sur le cas du personnage principal qui est Ringo, mais bien sur chacune des protagonistes. Mais Ringo, il faut le reconnaître, elle me fait trop rire façon Bridget Jones, voilà, mais en plus glamour quand même. Alors, je ne suis pas encore à jour, mais pour sûr que ce sera le cas courant 2023. Le dessin est propre, les persos sont attachants, la narration est bien rythmée, puis ça dénonce un peu cette épée de Damoclès dans la société japonaise qui considère que 30 ans est un âge de péremption pour toute femme qui n'est pas encore mariée. Et le prix Manga Badass d'or du manga Shosei, encore en cours de parution ou terminé en 2022, revient au manga Rakugo à la vie et à la mort. C'est tout simplement une des licences qui m'aura le plus marqué durant cette année. J'estime être totalement réceptif aux propositions de la mangaka. Elle aura confirmé cette impression lors de ma lecture de son one-shot La Grande Traversée. J'aime ce qui se dégage de ses dessins, un rapport avec l'intime et le temps qui passe, où l'on voit ces personnages vieillir au fil des chapitres. Le Rakugo à la vie et à la mort, c'est tout ce que j'aime dans le josei, d'autant plus lorsque le récit arrive à m'émouvoir. Pour le prix du manga badass d'or du manga josei sorti en 2022, sont nominés L'Oiseau d'or de Keinis. Alors voilà un titre qui ne paie pas une mine au premier abord lorsqu'on le croise en librairie. J'ai suivi une recommandation qui a été faite sur Twitter et sur YouTube, ce qui a fait que ça a attisé ma curiosité. Et du fait que ce titre fût disponible en numérique, cela m'a encouragé à lire le premier tome, et combien j'ai été agréablement surpris. Le lecteur est plongé dans un univers que j'affectionne particulièrement, celui des écrivains du 19e siècle, et nous allons suivre une femme qui va être obligée de se travestir en homme afin d'être prise au sérieux en tant qu'écrivain dans le monde littéraire londonien. Elle y fera des rencontres et des amis avec qui elle aura l'occasion de se questionner sur la place de la femme dans ce monde patriarcal. Et c'est abordé avec justesse, ce qui fait que j'ai enchaîné les 3 premiers tomes sortis sur 4. Yasha. Alors, pour celles et ceux qui sont friands de Banana Fish, ce titre répondra à leurs attentes, car dans le style, nous sommes dans une version 2.0. Bien que le récit en soi n'a rien à voir, on sent que le dessin glow up et que le scénario est d'une certaine manière plus mature. De plus, l'édition épouse également la collection des rééditions perfectes de Panini en double tome moyen format. Ce qui peut être assez surprenant puisque c'est un titre de la mangaka inédit en France. Mais pourquoi pas? Et ainsi promouvoir le titre dans une même collection. Après, il ne faut pas penser que la mangaka a juste voulu faire un bis repetita lorsqu'on connaît son éclectisme. Les thèmes abordés sont différents. C'est également à elle que l'on doit le manga Kamakura Diary, un titre plus slice of life qui dénotera totalement de Yasha et Banana Fish, qui sont des récits ancrés dans l'action. Voilà, ce qui a valu à ce dernier l'incompréhension de bon nombre de lecteurs ne comprenant pas que ce soit un shoujo et non un seinen. À cause de cet amalgame, shoujo égale romance, que font même des lectrices. The Ice Guy and the Cool Girl. Le manga nous conte à travers des mini-chapitres une romance plutôt timide entre des adultes travaillant dans la même boîte. La particularité du titre, c'est que le personnage masculin est un descendant de la Reine des Neiges ou un truc comme ça, et que selon ses émotions, cela se manifeste inconsciemment par des chutes de température ou autres manifestations glaciaires. Alors qu'il peut paraître froid et insensible au premier abord, c'est une personne en fait très chaleureuse avec des plaisirs simples. Et c'est avec des intentions assez maladroites qu'il va essayer de plaire à sa collègue, pourtant déjà pas insensible à ses charmes. C'est bien dessiné, l'édition est belle, les covers donnent envie de découvrir le titre, que je trouve peut-être un peu trop cucul après la ligne. Mais de fait qu'il y a un charme certain, une fois qu'on s'est habitué au premier chapitre très redondant, puisqu'il redresse à chaque fois le même tableau. Et le prix Manga Badass d'or du manga Shosei sorti en 2022 revient à L'Oiseau d'or de Keinis, parce que le récit est captivant, qu'il aborde avec justesse les difficultés d'être une femme en tant qu'écrivain dans le monde occidental du 19e siècle. Pour tout vous dire, j'y ai trouvé ce qui me manquait dans ma lecture des premiers tomes du manga Arte, qui à travers l'art et la peinture mettait en scène une héroïne confrontée à la misogynie de son époque à Florence. Tout comme le traitement de ses sentiments amoureux pour son maître m'avait d'emblée fatigué tellement c'était justement trop caricatural.
Alors que dans L'Oiseau d'or de Keynes, je trouve là où les relations amoureuses potentielles plus intéressantes à défaut d'être plus originales. C'est une licence qui ne paie pas de mine de par sa cover, mais si vous avez l'occasion, jetez-vous dessus, vous ne serez pas déçus. Pour le prix honorifique du manga Découverte, Révélation, Espoir 2022, sont nominés Lost Lad London. C'est un polar qui se déroule à Londres, comme son titre l'indique, avec un graphisme assez atypique, mais plaisant à lire, et même si le mystère ne semble pas bien compliqué à comprendre, il est agréable de découvrir le récit en compagnie d'un duo des plus improbables entre un étudiant et un flic. Voilà, un tome est sorti chez Kion dans sa collection format moyen et souple façon My Broken Mariko. Boys Abyss. On a droit à un nouveau format moyen et souple de la collection Big Kana, au même titre que l'excellent Adabana. Une licence qui m'a intrigué à plusieurs reprises alors que je le feuilletais en librairie. J'ai craqué avant que Kana propose enfin son titre en version numérique et je suis plutôt satisfait de la découverte qui nous offre une atmosphère des plus particulières dans une petite ville du Japon comme il y en a tant d'autres et où la jeunesse peut avoir ce sentiment d'être insignifiante et de ne pas avoir d'avenir si celle-ci ne part pas pour la capitale. Un sentiment assez familier qui est ressenti par la jeunesse dans chaque pays du monde disposant d'une capitale métropolitaine. Cela fait donc facilement écho aux lecteurs. Il y a ceux qui partent et ceux qui restent pour X raisons. Puis dans ce récit, une espèce de trame se construit autour du suicide. En empruntant la voie du romantisme, les dessins sont plaisants, l'ambiance est réussie, des scènes de sexe agrémentent le récit, peut-être même du fanservice, sans parler de quelques mystères par-ci par-là autour de l'écrivain ayant écrit ce livre qui aura rendu célèbre cette ville comme l'abysse des amoureux par ses doubles suicides amoureux. Voilà, la série compte 11 tomes au Japon et elle est toujours en cours. J'avoue que je suis curieux de savoir comment l'auteur va traiter ce récit. On l'a fait. On retrouve le scénariste de Jeux d'enfants, Billion Dogs, Aku le chasseur maudit, Jagan, Blue Lock, rien que ça. Ça en dit long sur la possible originalité de l'œuvre. Et pour le coup, j'ai pas été déçu. Je ne sais pas où va nous mener le récit au bout du second tome, alors que la série se termine en 9 tomes. En tout cas, les dessins sont sympas et servent bien le côté un peu déjanté du récit, où des lycéens portés par la vengeance font une simple blague qui vire à la catastrophe pour chacun des protagonistes. Trillium Game. Qui aurait parié sur ce duo que sont Ryuichi Kegami et Riichiro Inagaka? On parle du mangaka de Sanctuary et Crying Freeman et du scénariste de HL21 et Dr. Stone. Quand même, eh bien ça match. On se laisse prendre au jeu de ce duo tout aussi improbable, du beau parleur et du gros geek, prêt à tout pour devenir détenteur d'1 trillion de dollars. Ambiance start-up, hacking, grosse tchatch, ça la joue quitte ou double, ça use de ses charmes ou de ses compétences cachées et ça nous offre un bon délire. Même si, pour des raisons personnelles, j'adorerais que la série ne dure pas plus de 5 tomes. Voilà, max. Ayant appris à Angoulême que Ryuichi Kegami souhaite dessiner une adaptation de Miyamoto Musashi avant de mourir. Utsubora. Je découvre la mangaka à travers cette œuvre, comme je viens de la découvrir dernièrement à travers un boys love. On est de nouveau dans cette ambiance d'écrivain, mais moi j'adore ça quand mangaka et écrivain sont le thème d'un récit. Et là, on a le droit à un récit en 2 tomes très psychologique qui fait suite à la découverte d'un corps, celui d'une femme qui s'est suicidée. Mais lorsque les enquêteurs feront appel à l'écrivain pour identifier le corps, il fera également la rencontre de la sœur jumelle de la défunte. Cela redistribuera toutes les cartes, autant pour les enquêteurs que pour tout un chacun. On devine qu'il y a une histoire autour d'un manuscrit et qui serait peut-être la cause de tout. J'ai hâte de lire ce second tome, servi par un dessin vraiment singulier, un style qui est propre à la mangaka, mais dont je commence à apprécier de plus en plus les codes appartenant au boys love. Et le prix honorifique du manga badass d'or, du manga découverte, espoir ou révélation, enfin 2022, revient à On l'a fait. Car vraiment, je ne m'attendais pas à être autant pris par le délire et que franchement, je m'inquiète pour le protagoniste principal de l'histoire. Je suis au second tome et pour moi, il est déjà finito. J'ai vraiment hâte d'enchaîner les tomes en espérant que ça parte pas trop en couille tout de même. Parce que bon, pour rappel, on parle du même scénariste que Eku, le chasseur maudit. Alors autant j'ai bien aimé les premiers tomes,
mais il nous a fait un truc de dingue pour le dernier tome de mémoire. Mais voilà, fallait suivre le délire au point où il aurait presque pu s'abstenir. Donc je vous cache pas que j'ai pas mal d'espoir et de crainte pour ce titre, ce qui en fait tout de même le gagnant de cette année. Cette année 2022 a été riche en matière de réédition à tel point que je suis obligé d'en faire une catégorie avec des sous-catégories. Par contre, je vais être assez expéditif car il est temps de finir cette série de vidéos qui aura que trop duré. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes quand même au mois de février. Voilà. Et donc, pour la meilleure réédition Shonen 2022, sont nominés Karakuri Circus, Rokudenashi Blues, Hokuto no Ken, Dragon Quest, City Hunter, Evangelion. Et sans grand suspense, le prix Manga Badass d'or revient à Karakuri Circus. J'en ai fait déjà de nombreuses fois les éloges et c'est pas pour rien, que ce soit pour le contenu et pour son édition, c'est du grand Katsuhiro Fujita. Voilà. Et pour la meilleure réédition Shoujo 2022, les dés sont un peu pipés puisque je n'ai retenu qu'un titre. Voilà, mais pas des moindres. On peut juste espérer qu'en 2023, il y aura plus de choix pour accompagner la réédition du manga Mars, par exemple. Donc est nominé et victorieux le manga Shoujo Suichi de Junji Ito, qui bénéficie en plus d'une excellente édition intégrale inédite à la France, mise en valeur par une cover d'autant plus inédite et somptueuse puisqu'aux couleurs de la France. Sans parler que le titre fait l'unanimité de par ses récits. Pour ma part, j'avais hâte de le lire, n'ayant jamais eu l'occasion de les lire dans leur première édition. Et pour la meilleure réédition Seinen 2022, cette fois-ci la concurrence est bien plus rude et je ne suis même pas certain de mon choix. Sont nominés Les Enfants de la Mer, Sanctuary, Phoenix, Bambi, Une Sacrée Mamie, Fleur de Pierre, MMA et La Déchéance d'un Homme d'Usamaru Furuya. Et le prix Manga Badass d'or de la réédition Seinen 2022 revient à Les Enfants de la Mer de Daisuke Igarashi. Si le récit m'a captivé, son édition n'y est pas pour rien. Du fait que je n'avais encore jamais lu cette licence a aussi fait la différence face au manga Phoenix dont l'édition est aux petits oignons. Fleur de Pierre avait aussi toutes ses chances, au même titre que La Déchéance d'un Homme. Deux titres que je n'avais encore jamais eu l'occasion de lire et que j'ai adoré. Mais Les Enfants de la Mer m'aura transporté dans un univers souvent imité, mais jamais vraiment égalé. Une œuvre qui survivra à bien d'autres du genre pour son authenticité et toutes ses qualités esthétiques. J'aurais juste un petit mot pour MMA, donc Allrounder Meguru, qui est un manga dont j'attends beaucoup et qui aurait pu gagner le prix Révélation Découverte Espoir s'il avait été nominé dans cette catégorie. En suivant les traces des prix du Festival international de la BD d'Angoulême, je propose aussi la catégorie Manga Patrimoine 2022 et sont nominés 5 Star Stories, Phoenix et Fleur de Pierre. Et c'est au manga The 5 Star Stories que revient le prix Manga Badass d'or du Manga Patrimoine, car en plus d'être un titre inédit en France, cela faisait longtemps que je n'avais pas été immergé dans un tel univers. Je me rends compte de la chance que nous avons, ou juste que j'ai de découvrir cette licence en tout point cultissime dans son essence. Alors oui, il est profondément marqué du patrimoine de la médiéval fantasy, des mechas à la japonaise, mais aussi de la SF d'UNESC, qui nous est tout autant familière. C'est un bijou du patrimoine japonais qui, pour le coup, je suis ravi de nous approprier. Il est temps de conclure cette vidéo avec la dernière catégorie, celle du mangaka ou de la mangaka 2022, et sont nominés pour le prix Manga Badass d'or de l'auteur qui aura marqué l'année 2022, Tsutomu Takahashi, Akane Torikai, Higashimura Akiko, Junji Ito, Endo Hiroki et Kazuhiro Fujita. Et je devine que pour tout le monde, c'est comme une évidence que ce sera soit Tsutomu Takahashi, soit Junji Ito. Mais pour tout vous dire, Endo Hiroki et Kazuhiro Fujita m'auront bien plus marqué, étant déjà accoutumé des licences de Tsutomu Takahashi et Junji Ito. Et le prix Manga Badass d'or du manga 2022 revient à Endo Hiroki, car c'est celui que je connaissais le moins bien à travers ses œuvres, que sont Eden et MMA,
et que je suis totalement sous le charme des différents univers qu'il nous a proposés cette année. Il faut dire que Eden est tellement riche que j'ai eu l'impression de lire plus d'un manga en un. Après, c'est sûr qu'en matière de licence parue en 2022, Tsutomu Takahashi a été omniprésent et toujours avec des séries de qualité. Et que Katsuhiro Fujita m'a rendu fou avec Karakuri Circus, mais il est fort possible qu'à l'avenir, 2023 soit son année. Sur ce, il est temps de se quitter pour 2023. Je ne vous cache pas que j'ai beaucoup d'attentes en ce qui concerne le clan dépôt de Moto Hagio, que j'ai qu'une hâte de relire les œuvres comme Stratège, Boko et Holy Land, qui va enfin avoir son édition française, et que j'ai beaucoup d'espoir en l'édition de Capeta, si seulement elle paraît bien en 2023, et à un rythme des plus soutenus, s'il vous plaît. Je vous remercie d'avoir répondu présent pour le visionnage de cette série de vidéos. En espérant que cette rétrospective de l'année 2022 vous a autant plu qu'à moi de la faire, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, faites-vous plaisir et on se retrouve pour des nouvelles vidéos. Ciao!